Bonjour! Vous vous êtes déjà dit qu'il fallait au moins un master en chimie pour comprendre les étiquettes de produits du quotidien comme le dentifrice ou le shampoing? Eh bien sachez que ça ne suffit même pas. À moins de travailler dans les cosmétiques, il est impossible sans recours à Internet de décrypter la composition d'un produit. À travers ce nouveau format, je veux vous parler des ingrédients douteux et comment les repérer, mais aussi vous donner quelques clés pour que vous soyez capable de différencier facilement des produits ayant la même fonction. Bienvenue dans Cosmétique et aujourd'hui je vais vous parler des savons solides. Pour ce faire, j'ai étudié les compositions de 8 savons présents en grande surface ou en magasin spécialisé afin de déterminer les grandes catégories d'ingrédients les composant. Et la première catégorie, avec assez peu d'étonnement, c'est le savon. On reconnaît les molécules de savon car elles ont toutes la même forme, à savoir sodium suivi d'un nom en hâte. Ainsi, le sodium tallowate, c'est du sucre saponifié, donc une graisse animale, alors que le sodium olivate est un savon à base d'huile d'olive. On peut ainsi déterminer les graisses principales du savon assez facilement. Dans l'industrie, les principales huiles utilisées sont l'huile de palme et l'huile de palmiste car elles sont peu onéreuses et permettent d'avoir une bonne hydratation. Attention, il y a une petite subtilité. Parfois, ce ne sont pas les molécules de savon qui sont notées, mais directement les huiles et la soude utilisée pour faire le savon. Cela ne peut être fait que si le fabricant fait effectivement la réaction de saponification, ce qui n'est pas toujours le cas. De plus, il faut savoir qu'il y a des corps gras non saponifiés dans notre produit qui vont permettre de le rendre plus doux. C'est ce qu'on appelle un savon surgras. C'est-à-dire que si il y a écrit sodium olivate, il y a de grandes chances qu'il y ait une partie de l'huile d'olive qui soit non saponifiée et qui soit là pour hydrater et éviter que le produit soit trop dur. Quand on forme du savon, on forme aussi de la glycérine, aussi appelée glycérol. Sa présence est importante parce que si le savon nettoie, la glycérine, elle, hydrate. En effet, elle est hygroscopique, c'est-à-dire qu'elle absorbe l'eau présente dans l'air. Mais la glycérine, si elle peut venir de la saponification, elle peut aussi être ajoutée au produit, surtout si le savon est formé par agglomérat d'ingrédients. Et alors, l'étiquette n'indique pas si la glycérine est d'origine végétale ou est synthétisée à partir de pétrole. Le seul moyen de s'assurer qu'on a affaire à de la glycérine végétale, c'est que le produit soit revendiqué naturel, ce dont je vous parlerai plus en détail dans un prochain épisode. La troisième grande catégorie de composants, ce sont les tensioactifs. Et là, ça se corse, parce qu'il faut différencier les différentes fonctionnalités de ces composés. Un tensioactif, c'est une molécule qui va avoir une partie hydrophile, la tête, et une partie hydrophobe qui préfère les corps gras, la queue. Donc ça va permettre de lier ensemble les huiles et les eaux, mais aussi de nettoyer en prenant le gras sur notre peau et en l'enlevant, et ça fait également de la mousse. Les molécules de savon sont des molécules tensioactives et sont nécessaires. Mais il y a aussi des tensioactifs qui sont rajoutés artificiellement au savon et que je vous ai listés, et ceux-là ont principalement un but, faire de la mousse. Parce que l'inconscient collectif pense que la présence de mousse indique que ça nettoie bien. Donc les fabricants font en sorte que ça mousse. Ensuite, dans un savon, il y a le plus souvent du parfum, à propos duquel on ne sait pas grand-chose à part l'appellation mystérieuse derrière laquelle se cachent de nombreuses molécules. Mais la législation impose de mentionner les allergènes, et il existe une liste de 26 composés devant figurer impérativement sur la composition s'ils sont dans les parfums. Dans les 8 savons que j'ai étudiés, il y en avait un qui était revendiqué sans parfum et donc n'avait aucun allergène, un deuxième avec un parfum mais qui n'en présentait aucun, et on pouvait monter jusqu'à 10 allergènes dans un seul et même savon. Par conséquent, ce sont souvent ces composés qui allongent la liste d'ingrédients car on peut aisément avoir la moitié de la composition dédiée aux allergènes. Ils peuvent être synthétiques ou naturels, et si vous n'avez pas d'allergie, vous n'avez aucune inquiétude particulière à avoir. Si par contre vous avez régulièrement des problèmes avec certains produits, cette liste d'allergènes peut vous aider à identifier d'où vient le problème. Enfin, on trouve dans les savons une bonne quantité d'additifs divers dont je vais brièvement vous parler. Il y a systématiquement des colorants présents. Ils peuvent être notés par leur nom chimique, mais le plus souvent ils sont codés sous la forme CI suivi d'un nombre à 4 chiffres. Et le colorant qui revient le plus souvent, puisqu'il était présent dans 6 des 8 savons que j'ai étudiés, c'est le dioxyde de titane qui est un colorant blanc, et qui a pour code CI 77891. Si vous ne devez en retenir qu'un, c'est celui-ci, et je lui consacrerai même un épisode de molécules ou de cosmétiques. Dans le savon, il y a aussi du sorbitol. C'est un sucre qui a la même fonction que la glycérine, à savoir hydrater la peau. Mais il a un rôle supplémentaire, assurer que le savon ait toujours la même teneur en eau. On peut aussi ajouter dans le savon un régulateur de pH qui va éviter que le produit soit trop basique et donc trop agressif pour la peau. Pour finir, des conservateurs sont ajoutés. Certains, comme le DTA, vont avoir pour rôle d'empêcher les interactions avec le calcaire de l'eau, et d'autres, comme le BHT, vont s'assurer que les huiles et acides gras du savon ne s'oxydent pas au fil du temps.
Et si ces composés ne sont pas nécessaires dans le cadre d'une production artisanale, les industriels préfèrent assurer une grande durée de vie au produit et donc en ajouter. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et qu'il vous aidera à l'avenir à mieux comprendre ce qu'il y a dans vos savons. À la base, je voulais également vous parler dans cet épisode des gels douche, mais il se trouve qu'ils n'ont que peu de composants en commun, alors ce sera pour une prochaine fois. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Et si vous n'osez pas demander, il y a un très bon site qui s'appelle l'Observatoire des cosmétiques et qui donne les fonctions et réglementations propres à chaque composant. Vous pouvez comme toujours me suivre sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez que j'analyse la composition d'un produit en particulier, demandez-moi. Je le fais régulièrement sur Twitter et peux également le poster sur Facebook. Sur ce, je vous invite à me proposer des produits pour les prochains épisodes et je vous dis à bientôt.